Aucune révolution spirituelle n'arrive par hasard, et aucun révolutionnaire ne sort du vide historique sans que des forces profondes ne l'aient préparé à sa mission. Lorsque l'on contemple le panorama de l'ésotérisme contemporain dans toute son immensité, des mouvements organisés aux pratiques individuelles répandues sur tous les continents, nous trouvons invariablement un point d'origine commun, qui fonctionne comme la source d'un puissant fleuve dont les eaux irriguent des territoires inimaginables pour qui n'observe que sa source apparemment modeste. Ce point d'origine est Elena Petrovna Blavatsky, l'aristocrate russe qui a abandonné les privilèges de naissance pour parcourir le monde en absorbant la sagesse cachée de multiples traditions, et qui a finalement synthétisé cette connaissance fragmentée en un système cohérent capable de parler à la mentalité moderne sans trahir l'essence intemporelle des vérités transmises. La désigner comme la mère de l'ésotérisme moderne, c'est reconnaître non seulement sa primauté chronologique dans la systématisation du savoir ésotérique pour le public contemporain, mais surtout sa fonction génératrice. Elle n'a pas simplement présenté les idées existantes sous une nouvelle forme, elle a donné naissance à des possibilités entièrement nouvelles pour la relation entre la conscience occidentale et les traditions de sagesse qui restaient auparavant inaccessibles, incompréhensibles ou simplement inconnues de la grande majorité des chercheurs européens et américains. Le XIXe siècle, au cours duquel Blavatsky est né et a développé sa mission, a représenté un carrefour civilisationnel sans précédent dans l'histoire humaine connue. D'un côté, la science matérialiste a progressé triomphalement, désenchantant l'univers de toute dimension transcendante, réduisant la conscience à un épiphénomène de processus cérébraux, expliquant la vie comme un accident chimique dans un cosmos fondamentalement mort et sans but. D'un autre côté, les religions traditionnelles perdaient rapidement leur crédibilité sous l'impact combiné d'une critique historique qui remettait en question l'authenticité des écritures sacrées, de découvertes géologiques et paléontologiques, qui contredisait les chronologies bibliques et d'une théorie évolutionniste qui semblait éliminer le besoin d'un créateur divin. Le résultat fut un vide spirituel croissant qui laissa des millions d'âmes impuissantes, incapables de revenir à la foi naïve des générations précédentes, mais également incapables de trouver un sens et un but dans l'univers mécanique que la science offrait comme seule alternative. C'est précisément dans ce vide que Blavatsky a émergé en proposant une troisième voie qui n'exigeait ni la soumission à des dogmes religieux insoutenables, ni l'acceptation d'un matérialisme qui mutile l'expérience humaine intégrale. La préparation d'Elena pour sa mission a commencé bien avant sa naissance à Ekatérinoslav, en Ukraine, en 1831. Selon ses propres enseignements qu'elle transmettra plus tard, les âmes ne s'incarnent pas au hasard. Chaque naissance est le résultat de causes karmiques accumulées au cours d'existences antérieures et sert des objectifs évolutifs spécifiques que l'individu peut ou non reconnaître consciemment au cours de la vie physique. Elena est arrivée équipée de voiles extraordinairement fins entre sa conscience éveillée et les dimensions subtiles de l'existence normalement isolée de la perception humaine ordinaire. Dès sa plus tendre enfance, elle a vu des entités que les autres ne pouvaient pas voir, connaissaient des informations qu'elle n'avait aucun moyen normal de connaître, et a démontré une familiarité intuitive avec les concepts ésotériques qui ont impressionné les adultes bien avant qu'elle ait pu les étudier à partir d'une source conventionnelle. Ces capacités n'étaient pas des dons arbitraires accordés par une divinité capricieuse, elles étaient un équipement nécessaire au rôle qu'elle devait jouer, développé au cours d'incarnations précédentes consacrées à une formation occulte dont les souvenirs spécifiques étaient voilés à la naissance, mais dont les réalisations restaient disponibles en tant que faculté naturelle. La bibliothèque de ses grands-parents maternels à Saratov, où Elena fut envoyée après la mort prématurée de sa mère alors qu'elle avait 11 ans, contenait des textes sur l'alchimie, la magie cérémonielle et la Kabbale, qui avaient appartenu à des ancêtres initiés aux traditions ésotériques européennes. Elle dévorait ces volumes avec une faim qui transcendait la curiosité intellectuelle ordinaire, elle reconnaissait des vérités que son âme connaissait déjà, réactivait des souvenirs voilés, préparant consciemment ou inconsciemment le terrain pour des révélations plus complètes qui viendraient d'une formation formelle auprès de maîtres vivants. Son mariage à l'âge de 17 ans avec Nikifor Blavatsky, un homme de plusieurs décennies son aîné, était dès le début une imposture. Elle n'a jamais consommé l'union et s'est enfuie quelques mois plus tard, entamant 2 décennies de pèlerinage qui l'emmèneraient vers des territoires alors presque inaccessibles aux Européens, en particulier aux femmes européennes voyageant seules. Égypte, Grèce, Inde, Tibet, Amérique, elle a traversé les continents en collectant des fragments de sagesse préservés dans différentes traditions, étant initiée à M. Ils sont gardés par des hiérarchies qui acceptent rarement les étrangers et tissent progressivement la mosaïque qu'ils finiront par présenter au monde comme un système intégré. La question du Tibet reste centrale dans toute évaluation de Blavatsky et de ses affirmations. Au XIXe siècle, le Tibet était un territoire pratiquement inaccessible aux étrangers,
protégés par de formidables barrières géographiques et une politique délibérée d'isolement. Blavatsky affirmait avoir passé de nombreuses périodes au Tibet, recevant des instructions directes des Mahatmas, des maîtres de sagesse, qui avaient achevé l'évolution humaine ordinaire et consacré leurs existences prolongées au service du développement de l'humanité. Les critiques ont souligné l'impossibilité de vérifier ces allégations, l'absence de documents tibétains confirmant leur présence, l'invraisemblance qu'une femme européenne ait réussi seule ce que les expéditions militaires et diplomatiques n'avaient pas réussi à accomplir. Les défenseurs ont répondu que la nature de la formation occulte exige le secret, que les maîtres opèrent dans l'invisibilité, et qu'exiger des preuves documentaires pour les expériences initiatiques démontre une incompréhension fondamentale de ce que signifient de telles expériences. Le différend reste irrésolu et probablement insoluble par les méthodes historiques conventionnelles. Ce qui peut être évalué est la qualité et la cohérence des enseignements que Blavatsky prétend avoir reçus. Indépendamment de la vérification externe de ses sources, l'arrivée de Blavatsky à New York en 1873 marqua le début de sa mission publique de maire de l'ésotérisme moderne. Les États-Unis offraient un terrain fertile pour de nouvelles idées spirituelles, une liberté religieuse constitutionnelle, un mouvement spirit florissant, attirant des millions d'adhérents convaincus d'avoir trouvé la preuve de leur survie après la mort, et une population instruite mais de plus en plus insatisfaite des options offertes par le déclin des orthodoxies religieuses et la montée de la science matérialiste. Blavatsky s'est d'abord impliqué dans les cercles spiritualistes, démontrant des capacités médiumniques qui ont impressionné les vétérans du mouvement. Mais elle commença rapidement à distinguer sa position, expliquant que les phénomènes qu'elle produisait ne résultaient pas de la communication avec les esprits des morts, comme le croyaient les spiritualistes, mais de la manipulation consciente des forces occultes par des opérateurs entraînés. Cette distinction introduisait une complexité que beaucoup trouvaient inconfortable. Il était beaucoup plus facile de croire que grand-mère continuait d'exister, et pouvait être contactée que d'accepter des explications, impliquant des coquilles astrales, des élémentaux, et des hiérarchies d'êtres invisibles fonctionnant selon des lois inconnues de la science officielle. La fondation de la Société théosophique en septembre 1875, en collaboration avec Henry Steele Olcott et William Quan Judge, a établi un véhicule institutionnel pour propager les enseignements apportés par Blavatsky. Le nom dérive du grec théosophia, sagesse divine, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle religion rivalisant avec celles existantes, mais d'un mouvement dédié à la récupération de la religion sagesse primordiale, dont toutes les religions particulières dérivaient sous forme de fragments. Les trois objectifs déclarés condensèrent le programme révolutionnaire: former un noyau de fraternité universelle, sans distinction de race, de croyance, de sexe, de caste ou de couleur. Encourager l'étude comparative des religions, des philosophies et des sciences, enquêter sur les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents chez les humains. Chaque objectif attaquait les fondements des limitations qui maintenaient l'humanité dans l'ignorance. Le premier remettait en question les préjugés raciaux et le sectarisme religieux qui divisèrent les peuples. Le deuxième rejetait les prétentions d'une tradition particulière au monopole de la vérité divine. Le troisième affirmait des réalités que la science matérialiste niait et que la religion dogmatique attribuait exclusivement aux miracles divins ou à l'ingérence démoniaque. Isis dévoilé, publié en 1877, a fait de Blavatsky une force intellectuelle difficile à rejeter. 2 volumes massifs attaquant simultanément les superstitions religieuses et l'arrogance de la science matérialiste, démontrant une étonnante érudition dans des domaines allant de l'hermétisme au bouddhisme, du néoplatonisme à la kabbale, du gnosticisme au tantra. La question que les critiques ont soulevée, et continuent de soulever, était de savoir comment une femme sans formation universitaire formelle, qui avait passé une grande partie de sa vie à voyager à travers des régions dépourvues de bibliothèques importantes, pouvait démontrer une telle connaissance de la littérature technique dans plusieurs langues. La réponse offerte par Blavatsky impliquait les maîtres qui lui avaient demandé de transmettre des informations par des moyens occultes, comprenant la précipitation de textes, la communication télépathique et l'accès clairvoyant à des sources physiquement inaccessibles. Les sceptiques préféraient les explications impliquant un plagiat systématique, une mémoire photographique, ou une fraude élaborée avec des collaborateurs non identifiés. La controverse demeure, mais ce qui ne peut être contesté, c'est qu'Isis Semveux a introduit pour le public occidental des concepts et des perspectives qui transformeraient de façon permanente le paysage spirituel accessible aux chercheurs insatisfaits des options conventionnelles. Le transfert du siège théosophique en Inde en 1878 inaugura une nouvelle phase dans la mission de Blavatsky. L'Inde représentait un dépositaire vivant des traditions ésotériques que la théosophie cherchait à faire revivre.
non pas l'Inde des Maharajas et des castes oppressives que les colonisateurs britanniques administraient avec un mépris condescendant, mais l'Inde des Upanishads et des Tantras, des yogis et des siddhas, qui préservèrent des connaissances remontant à des époques que les historiens occidentaux pouvaient à peine imaginer. L'arrivée de Blavatsky a coïncidé avec le réveil du nationalisme indien qui allait finalement conduire à l'indépendance, et sa défense passionnée de la grandeur des traditions spirituelles indiennes contre les préjugés coloniaux a directement influencé les dirigeants du renouveau hindou. Elle n'était pas une orientaliste romantique projetant des fantasmes européens sur l'Orient exotique. Elle critiquait durement les dégénérescences qui avaient corrompu l'hindouisme populaire, les rigidités oppressives du système des castes, le ritualisme vide remplaçant la compréhension vivante, mais il a insisté sur le fait que, derrière ces dégénérescences, se trouvait un noyau de sagesse que l'Occident matérialiste avait désespérément besoin de récupérer. Au cours des années indiennes, le phénomène des lettres des Mahatmas a atteint une expression plus intense. Les maîtres Maurya et Koth Humi communiquaient régulièrement avec des disciples sélectionnés par le biais de lettres qui apparaissaient de manière apparemment miraculeuse, se matérialisant dans des espaces clos, apparaissant dans une correspondance scellée, tombant d'endroits impossibles. Le contenu abordait des questions philosophiques profondes sur la nature du cosmos et l'évolution de la conscience, offrait des conseils personnels pour le développement spirituel des destinataires, et révélait progressivement des fragments du système qui seraient synthétisés dans la doctrine secrète. L'authenticité de ces communications devint un champ de bataille central lorsque, en 1884, quelques employés mécontents vendirent au magazine chrétien de Madras des lettres prétendument écrites par Blavatsky, avouant que les phénomènes des maîtres étaient frauduleux. Le rapport Hodgson de la London Society for Psychical Research l'a condamné comme l'un des plus grands imposteurs de l'histoire, et cette condamnation est encore répétée par les critiques à ce jour, ignorant commodément que des analyses ultérieures discréditèrent la méthodologie de Hodgson et déclaraient que Blavatsky méritait d'être exonéré. La doctrine secrète, publiée en 1888, représentait le couronnement de l'œuvre de Blavatsky en tant que mère de l'ésotérisme moderne. 2 volumes monumentaux, Cosmogénèse et Anthropogénèse, présentaient systématiquement la philosophie occulte reçue au cours de décennies de formation et de transmission. Le texte était structuré comme un commentaire de strophes du livre de Dhyan, un manuscrit archaïque conservé dans des monastères tibétains secrets, écrit dans une langue antérieure au sanskrit connu. Blavatsky n'a pas revendiqué la paternité originale, elle s'est présentée comme une transmettrice de connaissances conservées par des hiérarchies d'initiés depuis l'époque antédiluvienne, les traduisant en termes compréhensibles par la mentalité occidentale du XIXe siècle. La cosmogénèse décrivait l'émanation de l'univers à partir de l'absolu non manifesté, des cycles de manifestation et de dissolution s'étendant sur des durées inconcevables, des hiérarchies d'êtres administrant l'évolution des atomes aux galaxies. L'anthropogénèse contredisait à la fois le créationnisme religieux et le darwinisme matérialiste, présentant l'humanité comme beaucoup plus ancienne qu'aucun scientifique ou théologien ne l'admettait, se développant à travers de multiples races racines sur des continents longtemps submergés, avec un objectif fondamentalement consciencieux, plutôt que purement biologique. La structure septénaire présentée par Blavatsky est devenue l'architecture fondamentale de tout l'ésotérisme ultérieur. Tout dans le cosmos manifesté, planète, humanité, individu, est composé de 7 principes opérant sur 7 plans d'existence. Chez l'être humain, ceux-ci vont du corps physique dense à l'étincelle divine purement spirituelle, avec des intermédiaires comprenant le corps éthérique, le corps astral, le mental inférieur, le mental supérieur, l'intuition spirituelle. La personnalité que nous considérons comme notre soi, nom, souvenir, caractéristiques psychologiques, n'était qu'une expression temporaire des 3 principes inférieurs se dissolvant après la mort physique. Le véritable ego immortel est constitué des principes supérieurs qui persistent à travers les incarnations, accumulant de l'expérience et développant progressivement des capacités. Cette conception offrait un cadre expliquant des phénomènes que la religion dogmatique et la science matérialiste ne parvenaient pas à prendre en compte. Les expériences de mort imminente, les souvenirs de vies antérieures, les capacités psychiques spontanées, les extases mystiques et d'innombrables autres anomalies que les systèmes conventionnels préféraient ignorer ou pathologiser. Le karma que Blavatsky a systématisé pour l'Occident trans ont formé des conceptions populaires de la justice cosmique. Il ne s'agissait pas d'une punition ou d'une récompense dispensée par une divinité capricieuse, mais d'une loi naturelle aussi précise que la gravité. Chaque action, pensée et émotion génère des conséquences qui reviennent inévitablement à l'agent, que ce soit dans cette vie ou dans ses incarnations futures. Des souffrances apparemment imméritées résultent de causes générées dans des existences antérieures dont les souvenirs étaient voilés.
Des fortunes apparemment arbitraires représentent des récoltes de graines plantées dans des vies oubliées. Cette vision tenait simultanément chaque individu entièrement responsable de sa condition. Personne ne peut blâmer Dieu, le destin ou les circonstances pour des situations résultant de ses propres choix passés, et offrait un espoir illimité de transformation, car chaque moment présent offre l'opportunité de planter des graines différentes. La réincarnation qui accompagnait cette doctrine du karma différait des versions populaires. Elle n'incluait pas la transmigration dans des corps animaux, n'impliquait pas une mémoire continue entre les vies et n'impliquait pas un retour immédiat après la mort, mais de longues périodes d'assimilation dans des états post-mort avant une nouvelle incarnation. Les maîtres de sagesse que Blavatsky révéla au monde devinrent un concept central imprégnant tout l'ésotérisme ultérieur, bien que souvent déformé dans les vulgarisations. Elle a enseigné qu'il y avait des êtres humains qui avaient accompli une évolution ordinaire, développant pleinement les potentialités latentes de l'humanité ordinaire, atteignant des capacités qui semblent surnaturelles, mais qui sont simplement naturelles au stade avancé de conscience. Ces Mahatmas n'étaient ni des dieux, ni des anges, mais des êtres humains démontrant des possibilités que tous réaliseront éventuellement, qui ont choisi de rester en contact avec l'humanité pour l'aider à se développer plutôt que de progresser vers des sphères encore plus élevées. Ils opéraient principalement dans les coulisses de l'histoire, influençant les événements par des moyens subtils, et travaillaient parfois directement avec des disciples sélectionnés qui servaient de canaux de transmission des enseignements au monde entier. Blavatsky s'est présenté comme l'une de ces chaînes, ne revendiquant pas une autorité personnelle, mais pointant constamment vers des sources qui la transcendèrent. La fonction maternelle jouée par Blavatsky par rapport à l'ésotérisme moderne s'est manifestée dans de multiples dimensions qui méritent un examen attentif. Premièrement, il a donné naissance. Il a introduit dans le monde occidental des manières complètement nouvelles de présenter la connaissance ésotérique, créant un langage et des concepts permettant de discuter de sujets auparavant réservés aux cercles initiatiques fermés. Avant elle, l'occultisme occidental se fragmentait en traditions isolées, jalouses de leurs secrets privés. Après cela, il est devenu possible d'étudier de manière comparative plusieurs traditions, en reconnaissant des modèles communs. Deuxièmement, il a nourri, produit des milliers de pages expliquant, développant et appliquant les principes fondamentaux, répondant aux objections, offrant des conseils pratiques aux chercheurs à différents stades de développement. Troisièmement, elle a protégé, défendu farouchement les vérités véhiculées contre les attaques de toutes parts face aux établissements religieux et scientifiques qui cherchaient à la détruire. Quatrièmement, elle a éduqué et formé des générations d'étudiants à travers ses écrits et par l'intermédiaire de disciples directs qui ont continué à transmettre après sa mort. Cinquièmement, il a préparé le terrain pour une croissance future. Il a explicitement indiqué que ces révélations n'étaient qu'un premier fragment d'une connaissance beaucoup plus vaste qui viendrait à mesure que l'humanité développerait la capacité de la recevoir. L'influence de Blavatsky, en tant que mère de l'ésotérisme moderne, s'est étendue dans des directions qu'elle-même n'aurait pas pu prédire pleinement. La société théosophique s'est fragmentée après sa mort, en plusieurs organisations mettant l'accent sur différents aspects de son héritage. Rudolf Steiner a émergé du sol théosophique pour fonder l'anthroposophie, développant ses propres orientations, que Blavatsky n'aurait probablement pas entièrement approuvées. Alice Bailey prétendait continuer à recevoir des transmissions des mêmes maîtres, produisant de nombreux volumes sur la méditation occulte et les hiérarchies spirituelles. Le Nouvel Âge, qui a prospéré dans la seconde moitié du XXe siècle, porte l'ADN théosophique dans des concepts centraux. Karma, réincarnation, chakra, aura, maîtres ascensionnés, évolution consciencieuse, souvent sans reconnaître les origines. Les mouvements néo-païens ont été influencés par des membres se déplaçant entre les cercles théosophiques et les traditions magiques reconstruites. La psychologie jungienne fait écho au thème blavatskien à travers les archétypes de l'inconscient collectif et l'intérêt pour les traditions gnostiques. Même la physique moderne, spéculant sur les multiples dimensions et la nature de la conscience, se rapproche parfois des intuitions exprimées dans la doctrine secrète des décennies avant la mécanique quantique. La synthèse entre science et spiritualité que proposait Blavatsky reste un projet inachevé, mais extraordinairement fructueux. Elle a déclaré que la matière et l'esprit n'étaient pas des substances fondamentalement distinctes, mais les pôles d'un continuum, que l'énergie était plus fondamentale que la matière apparemment solide, que la conscience imprégnait toute manifestation à des degrés divers. Lorsque les physiciens quantiques ont découvert que les particules subatomiques se comportaient d'une manière défiant le matérialisme classique, observation qui semblait affecter les résultats expérimentaux, les érudits théosophiques ont reconnu des confirmations partielles de principes énoncés des générations plus tôt. La science n'a pas prouvé la théosophie.
Les méthodes scientifiques conventionnelles sont inadéquates pour étudier les réalités transcendant le domaine physique mesurable, mais elle a levé les objections matérialistes qui semblaient rendre scientifiquement impossibles les visions ésotériques du monde. Le dialogue entre la science de pointe et les traditions contemplatives qui fleurit aujourd'hui dans les conférences sur la conscience et la physique quantique a ses racines dans le terrain préparé par Blavatsky, en insistant sur le fait que la vraie science et la vraie spiritualité convergeraient nécessairement lorsque les deux seraient suffisamment mûrs. Le concept de tradition primordiale ou de philosophie pérenne qui imprègne les études ésotériques contemporaines a été systématisé par Blavatsky avant tout auteur moderne ultérieur. Elle a démontré que derrière toutes les grandes religions et traditions mystiques, il y avait un noyau commun de vérité, non pas un syncrétisme superficiel mêlant des éléments incompatibles, mais la reconnaissance du fait que différentes traditions préservaient des fragments de la même révélation originale, adaptés à différents peuples, époques et tempéraments. L'hindouisme, le bouddhisme, le soufisme, la kabbale, le gnosticisme, l'hermétisme, le christianisme ésotérique, tous exprimaient les mêmes vérités fondamentales, mettant l'accent sur différents aspects selon les besoins de contextes particuliers. Cette vision a permis aux chercheurs occidentaux d'étudier les traditions orientales sans se sentir trahis par leur héritage culturel, sachant qu'elles provenaient toutes d'une source commune. La tolérance religieuse promue n'était pas un relativisme indifférent considérant toutes les positions également valables ou invalides, mais une hiérarchie de compréhension reconnaissant des degrés d'approximation de la vérité intégrale en fonction de la fidélité avec laquelle chaque tradition préservait le noyau ésotérique par rapport aux distorsions exotériques accumulées. La vie personnelle de Blavatsky reste aussi controversée que ses enseignements. Elle était physiquement imposante, obèse plus tard, fumait sans cesse, utilisait un langage qui choquait les sensibilités victoriennes, faisait preuve d'un tempérament explosif, aliénant souvent ses alliés potentiels. Ses relations personnelles étaient mouvementées. Des amitiés intenses dégénéraient en ruptures amères, des disciples adorateurs devenaient des critiques implacables. Elle ne se présentait pas comme une sainte ou un modèle de perfection morale, faisant systématiquement la distinction entre un messager imparfait et un message qu'elle considérait comme valable, quelles que soient ses limites personnelles. Cette distinction est cruciale. La vérité d'une proposition philosophique ne dépend pas de la pureté morale de celui qui l'énonce, et évaluer les enseignements théosophiques sur la base du comportement personnel de Blavatsky commet une erreur logique, équivalente à rejeter les mathématiques, parce qu'un mathématicien était une personne désagréable. Ce qu'elle prétendait n'était pas une autorité personnelle, mais une transmission de vérité reçue de sources qui la transcendait complètement. Les dernières années de Blavatsky furent marquées par une santé déclinante et une productivité infatigable. De graves problèmes rénaux que les médecins ont déclarés en phase terminale, des guérisons improbables suivies d'un retour au travail obsessionnel, production d'œuvres telles que La clé de la théosophie, une exposition didactique sous forme de questions et réponses, et La voix du silence, une traduction de fragments mystiques tibétains qui reste parmi les plus belles productions de la littérature spirituelle mondiale. Elle a édité le magazine Lucifer, dont le titre revendiquait le sens originel de mettre en lumière les distorsions chrétiennes qui avaient transformé un symbole des Lumières en une personnification du mal. Il fait face à des attaques de toutes parts, alors que son corps se dégrade progressivement, brûlant sa vitalité physique au service d'une mission qu'il considère infiniment plus importante que la longévité personnelle. Elena Petrovna Blavatsky est décédée à Londres le 8 mai 1891, à l'âge de 59 ans, date célébrée plus tard comme la journée du lotus blanc par les théosophes du monde entier. La question que soulève inévitablement toute rencontre sérieuse avec Blavatsky ne permet pas de réponse définitive par les méthodes conventionnelles de vérification. Les enseignements qu'elle a transmis correspondent-ils à la réalité objective ou s'agit-il de constructions subjectives élaborées ? Il n'existe pas de laboratoire démontrant l'existence des maîtres, d'instruments mesurant les plans astraux, d'expériences prouvant la réincarnation selon les normes scientifiques acceptées par la communauté académique. La vérification possible se fait exclusivement d'entendre, appliquer les méthodes indiquées dans les enseignements et observer les résultats produits dans la conscience du praticien au fil des mois et des années d'investigation dédiées. Blavatsky a rejeté les demandes de foi aveugles, insistant pour que les étudiants testent les principes à travers leur propre expérience plutôt que d'accepter une autorité extérieure. Cette approche est à la fois scientifique dans son esprit, car elle refuse le dogmatisme et exige une vérification expérimentale, et incompatible avec la méthodologie scientifique conventionnelle, dans la mesure où les expériences pertinentes se déroulent dans le laboratoire introuvable de la conscience individuelle, sans possibilité de réplication contrôlée par des observateurs externes.
Les enseignements sont proposés comme des hypothèses à tester par chaque chercheur sérieux dans son propre développement spirituel, avec des résultats vérifiables uniquement par le praticien lui-même dans des transformations internes qui ne sont pas facilement traduites en preuves partageables. Le titre de mère de l'ésotérisme moderne implique la responsabilité des enfants générés, et Blavatsky a assumé cette responsabilité même si elle savait que beaucoup de ses enfants s'écarteraient considérablement de ses formulations originales. Elle prédisait des fragmentations qui se produiraient après sa mort, indiquait que différents aspects de son héritage attireraient des tempéraments différents et acceptait que des distorsions accompagneraient inévitablement une large diffusion d'enseignements, initialement destinés à des cercles préparés. Une vraie mère ne s'attend pas à ce que ses enfants restent des copies d'elle-même. Elle attend d'eux qu'ils développent leur propre potentiel, tout en préservant l'héritage essentiel reçu. Dans cette mesure, Blavatsky a absolument triomphé. Les mouvements qu'il a générés survivent plus d'un siècle après sa mort. Les concepts qu'il a introduits imprègnent si complètement la conscience spirituelle contemporaine que leurs origines sont souvent oubliées. Les possibilités qu'il a ouvertes continuent d'être explorées par des générations successives de chercheurs, trouvant dans son travail les clés des dimensions de l'existence que les systèmes conventionnels ne parviennent pas à reconnaître. Elle ne vit pas comme une figure sur des autels de fidèles, mais comme une présence transformatrice dans les consciences élargies par son travail, comme une mère dont les enfants spirituels continuent de naître chaque fois que quelqu'un rencontre pour la première fois la porte qu'elle a ouverte sur des mondes de possibilités qui autrement resteraient définitivement scellés. La dimension prophétique de l'œuvre de Blavatsky se révèle progressivement, à mesure que les développements ultérieurs confirment les intuitions qu'elle avait formulées des décennies avant que des preuves corroborantes n'apparaissent. Elle prédit que la science découvrirait que la matière apparemment solide était une illusion, que les atomes se révéleraient être des systèmes d'énergie plutôt que des particules indivisibles, que l'espace vide se révélerait rempli de substances subtiles imperceptibles au sens ordinaire. La physique du XXe siècle a confirmé chacune de ces prédictions dans son propre vocabulaire technique, les atomes en tant que système de particules subatomiques en mouvement constant, l'espace imprégné de champs quantiques fluctuants, la matière solide constituée principalement de vide lorsqu'elle est examinée à l'échelle microscopique. Elle a prédit que la psychologie finirait par reconnaître les dimensions de l'esprit transcendant la conscience personnelle ordinaire, que les souvenirs ancestraux et les expériences transpersonnelles émergeraient comme des phénomènes légitimes d'investigation scientifique. Jung a développé les concepts de l'inconscient collectif et des archétypes qui font fortement écho aux enseignements théosophiques sur les plans de conscience partagés par toute l'humanité, bien qu'il ait rarement reconnu explicitement ses dettes envers les traditions ésotériques qu'il avait clairement étudiées. Elle prédit que les religions organisées perdraient progressivement leur autorité sur les consciences en développement, tandis que des formes de spiritualité plus directes et expérientielles gagneraient du terrain parmi les populations instruites insatisfaites des dogmatismes traditionnels. Le déclin des églises traditionnelles dans l'Occident contemporain et l'épanouissement simultané de spiritualités alternatives confirment cette prédiction avec une précision que les observateurs contemporains n'auraient pas pu anticiper. Elle a prédit que l'Orient et l'Occident finiraient par converger dans une synthèse qui combinerait la rigueur analytique occidentale avec la profondeur contemplative orientale, et les dialogues contemporains entre les scientifiques cognitifs et les enseignants contemplatifs bouddhistes et hindous démontrent cette convergence croissante. La maternité spirituelle exercée par Blavatsky se distinguait radicalement des paternités spirituelles conventionnelles qui dominaient les traditions religieuses antérieures. Les patriarches bibliques, les papes, les gourous, les imams, les figures d'autorité religieuse étaient presque exclusivement des hommes, transmettant les doctrines de haut en bas, exigeant la soumission de leurs adeptes, punissant la dissidence. Blavatsky opérait différemment. Il ne prétendait pas à l'infaillibilité ni n'exigeait d'adoration. Elle a présenté les enseignements comme des hypothèses à tester, plutôt que des dogmes à accepter. Elle a encouragé le questionnement, le débat, l'enquête indépendante. Cela préparait les disciples à éventuellement le transcender plutôt que de perpétuer la dépendance. Elle a démontré que les femmes pouvaient occuper une position de leadership spirituel avec une autorité dérivée, non pas de leur sexe ou de leur position institutionnelle, mais de la qualité démontrable des connaissances transmises et de la vérifiabilité des principes à travers l'expérience directe des praticiens. À une époque où les femmes étaient exclues de l'enseignement supérieur, des professions libérales et de la vie publique en général, elle a voyagé seule à travers des territoires dangereux, débattu sur un pied d'égalité avec les universitaires masculins, a dirigé un mouvement international et a produit des travaux d'érudition qui ont fait honte aux universitaires masculins, consacrés à des domaines limités pendant des décennies.
Son existence même était une démonstration vivante des possibilités que les doctrines patriarcales refusaient aux femmes, ouvrant des voies que les féministes ultérieures suivraient dans des contextes à la fois spirituels et laïques. L'impact de Blavatsky sur les mouvements féministes du début du XXe siècle est souvent sous-estimé par les historiens qui se concentrent exclusivement sur les dimensions politiques et économiques de la lutte pour l'égalité. La Société théosophique a été l'une des premières organisations internationales à admettre les femmes dans des conditions d'égalité complète avec les hommes, leur offrant des opportunités de leadership, d'études et de développement intellectuel que les institutions conventionnelles refusaient. De nombreux pionniers du féminisme ont trouvé dans la théosophie un cadre philosophique qui soutenait leurs intuitions sur la dignité et la capacité féminine. Si les âmes n'ont pas de genre permanent, s'incarnant alternativement dans des corps masculins et féminins, en fonction de besoins de développement particuliers, alors la discrimination fondée sur le sexe se révèle comme un arbitraire cosmique sans fondement dans la réalité spirituelle. Annie Besant, qui est devenue une figure éminente du mouvement théosophique après la mort de Blavatsky, était à la fois une leader féministe, socialiste et indépendantiste indienne, démontrant comment les principes théosophiques de fraternité universelle se traduisaient en activisme pour la justice sociale sur de multiples fronts. L'anticolonialisme implicite dans le message de Blavatsky anticipait les mouvements de libération qui démantèleraient les empires européens au XXe siècle pendant des décennies. À une époque où la supériorité raciale et civilisationnelle européenne était considérée comme un fait évident justifiant la domination des peuples non-blancs, elle a insisté sur le fait que les civilisations orientales possédaient une sagesse que l'Occident matérialiste avait perdue ou n'avait jamais acquise. Elle a défendu la dignité des traditions indiennes, tibétaines et égyptiennes contre le mépris colonial, influençant directement les dirigeants nationalistes et les mouvements indépendantistes qui finiraient par transformer la carte politique mondiale. La société théosophique en Inde est devenue une force importante dans le renouveau hindou et le développement de la conscience nationale, qui ont culminé avec l'indépendance en 1947. Annie Besant, qui a succédé à Blavatsky en tant que figure prééminente du mouvement théosophique, est devenue une dirigeante active du mouvement indépendantiste indien, présidant le Congrès national indien en 1917 et travaillant sans relâche pour la cause de l'autodétermination indienne jusqu'à sa mort en 1933. Les graines que Blavatsky a semées pour l'égalité spirituelle. Les liens entre toutes les races et toutes les cultures ont germé dans des transformations politiques qui ont redessiné la carte du monde, même si les liens directs sont restés méconnus des historiens conventionnels, axés exclusivement sur les facteurs matériels et économiques. L'idée selon laquelle chaque peuple a une contribution unique à apporter à l'évolution collective de l'humanité, qu'aucune race ou civilisation n'est intrinsèquement supérieure aux autres, que la diversité culturelle représente une richesse et non un problème à éliminer par une assimilation forcée. Ces idées révolutionnaires pour leur époque sont progressivement devenues du bon sens dans le monde postcolonial, même si leurs origines théosophiques sont rarement reconnues. La contribution de Blavatsky au vocabulaire spirituel contemporain est si omniprésente qu'elle passe souvent inaperçue, précisément en raison de son omniprésence. Des termes tels que karma, chakra, aura, plans astraux, maîtres ascensionnés, archives akashiques, corps éthériques, troisième œil circulent dans les contextes du Nouvel Âge, des thérapies alternatives, du yoga occidentalisé et de la littérature spirituelle d'entraide, presque toujours sans reconnaître que c'est Blavatsky qui a le premier systématisé et popularisé ces concepts pour le public occidental moderne. Lorsque les praticiens contemporains parlent avec désinvolture de l'élimination du karma ou de l'alignement des chakras, ils utilisent un langage que Blavatsky a mis à disposition grâce à un travail de traduction culturelle qui a introduit les concepts asiatiques dans des contextes compréhensibles par les mentalités européennes et américaines. Cet anonymat de l'influence maternelle est peut-être la preuve la plus éloquente de sa réussite. Des vérités qu'elle a transmises, ils sont devenus tellement intégrés dans la conscience spirituelle contemporaine qu'ils semblent avoir toujours été là, naturels et évidents, plutôt que révolutionnaires et controversés, comme ils l'étaient lorsqu'elle les a formulés pour la première fois face à la résistance combinée des établissements religieux et scientifiques. La possibilité même de parler de spiritualité dans des termes qui ne sont pas exclusivement chrétiens ou juifs dans l'Occident contemporain est en grande partie due au travail de Blavatsky, introduisant le vocabulaire et les concepts des traditions orientales dans des contextes accessibles aux mentalités occidentales. Les erreurs spécifiques commises par Blavatsky ne diminuent certainement pas sa stature de mère de l'ésotérisme moderne, pas plus que les erreurs commises par n'importe quel pionnier ne diminuent l'importance des chemins qu'elle a ouverts aux générations suivantes. Certaines de ces affirmations historiques contredisent les preuves archéologiques disponibles aujourd'hui.
Sa chronologie de la race racine ne correspond pas aux archives fossiles du développement humain reconnues par la paléontologie contemporaine. Sa description de continents perdus tels que la Lémurie et l'Atlantide manque de confirmation géologique directe selon les méthodes scientifiques conventionnelles. Certaines attributions de textes anciens à des époques extrêmement reculées entrent en conflit avec l'analyse philologique conventionnelle pratiquée par les universitaires. Mais les pionniers obtiennent rarement tous les détails correctement. Newton avait tort sur plusieurs points, Darwin avait des lacunes importantes dans sa théorie, Freud a proposé des hypothèses que des recherches ultérieures ont réfutées, et aucune de ces erreurs n'élimine les contributions fondamentales apportées par chacun dans leur domaine respectif. Les principes centraux véhiculés par Blavatsky, unité sous-jacente de traditions spirituelles apparemment divergentes, nature composite de l'être humain transcendant le corps physique, évolution consciencieuse à travers de multiples incarnations, fonctionnement d'une loi karmique précise et impersonnelle, existence de niveaux de conscience transcendant l'humanité ordinaire, ne sont pas réfutés par des inexactitudes dans des détails particuliers. Ces principes se présentent comme des cadres de compréhension de l'existence humaine que chaque génération de chercheurs peut tester et développer en fonction de ses propres expériences et investigations indépendantes. Les persécutions auxquelles Blavatsky a été confronté tout au long de sa carrière publique démontrent l'ampleur de la menace que ces révélations font peser sur les structures de pouvoir établies. Les églises chrétiennes la considéraient comme un agent satanique renversant les croyants avec des doctrines dangereuses qui niaient le caractère unique du Christ, affirmaient la réincarnation en contradiction avec la résurrection et présentaient des hiérarchies spirituelles non conformes à la théologie orthodoxe. Les scientifiques matérialistes la méprisaient comme une charlatan promouvant des superstitions médiévales incompatibles avec le progrès rationnel de l'ère moderne. Les journalistes ont exploité les controverses pour vendre leurs publications, amplifiant les accusations sensationnelles sans enquêter sur les défenses. Les occultistes de traditions rivales l'ont attaqué pour avoir révélé des secrets qui devraient rester cachés ou pour avoir déformé des traditions qu'il prétendait représenter de manière plus authentique. Les spiritualistes qu'il avait initialement accueillis se sont sentis trahis lorsqu'elle a distingué ces phénomènes de la médiumnité conventionnelle. La coalition d'ennemis auquel il était confronté représentait pratiquement tous les secteurs de la société respectable de l'époque, et l'intensité des attaques indique que quelque chose de profondément inquiétant se dessinait. Les fraudeurs ordinaires ne provoquent pas une persécution aussi systématique, ni n'inspirent un dévouement aussi durable. Le sacrifice personnel que la maternité spirituelle exigeait de Blavatsky mérite d'être reconnu par tous ceux qui bénéficient de son héritage. Elle abandonna les privilèges aristocratiques que lui garantissait la naissance, vivant souvent dans une pauvreté qui contrastait radicalement avec ses origines. Elle a voyagé pendant des décennies dans des conditions qui ont définitivement ruiné sa santé, s'exposant aux maladies tropicales, à l'épuisement physique, à des dangers qui auraient intimidé des aventuriers plus robustes. Elle a travaillé de manière obsessionnelle, produisant des milliers de pages, alors que son corps se détériorait progressivement sous le poids de maladies chroniques que les médecins déclaraient à plusieurs reprises en phase terminale. Elle a été confrontée à une persécution systématique qui aurait détruit des tempéraments moins résistants, à une diffamation publique qui a terni une réputation qui ne s'est jamais complètement rétablie dans la conscience populaire. Elle est morte relativement jeune, à l'âge de 59 ans, brûlée par une mission qu'elle considérait infiniment plus importante que la longévité personnelle. Ce sacrifice n'était pas du masochisme ou un martyr en quête d'admiration posthume, c'était la conséquence inévitable de l'éveil aux vérités qui rendait impossible de vivre différemment, d'avoir accepté la responsabilité de transmettre des connaissances dont l'humanité avait désespérément besoin. L'invitation que Blavatsky, en tant que mère de l'ésotérisme moderne, adresse à chaque génération reste perpétuellement ouverte. Ce n'est pas une invitation. Ne l'adorez pas et n'acceptez pas les enseignements comme des dogmes incontestables. C'est une invitation à enquêter, questionner, expérimenter, découvrir par l'expérience directe si les principes articulés correspondent à la réalité vécue. C'est une invitation à se libérer simultanément du dogmatisme religieux exigeant une soumission aveugle et du matérialisme scientifique, niant les dimensions transcendantes de l'existence. C'est une invitation à reconnaître que l'existence humaine est bien plus vaste que ce que les systèmes fermés peuvent englober, que des potentialités dorment dans chaque conscience en attendant des conditions propices à leur éveil, que l'évolution ne se termine pas avec le développement physique, mais se poursuit indéfiniment dans des dimensions de conscience que nous commençons seulement à entrevoir. C'est une invitation à assumer la responsabilité de son propre développement spirituel, au lieu de déléguer cette responsabilité à des autorités extérieures, prêtres, gourous, scientifiques ou Blavatsky elle-même.
Comme toute vraie mère, elle a préparé ses enfants spirituels à l'indépendance plutôt qu'à une dépendance perpétuelle, en leur fournissant des outils pour qu'ils puissent éventuellement marcher seuls dans les territoires qu'elle avait d'abord tracés, découvrant par eux-mêmes les vérités qu'elle n'avait fait qu'indiquer, réalisant des potentialités qu'elle-même ne pouvait pas réaliser au cours de son existence temporaire sur le plan physique. Elena Petrovna Blavatsky reste la mère de l'ésotérisme moderne, non pas parce qu'elle a fondé une organisation qui survit en portant son nom, ni parce qu'elle a écrit des livres qui continuent d'être publiés plus d'un siècle plus tard, ni parce qu'elle a introduit un vocabulaire qui imprègne les discours spirituels contemporains, bien que toutes ces choses soient vraies. Elle reste mère parce qu'elle a donné naissance à des possibilités complètement nouvelles de relations entre la conscience humaine et des vérités transcendantes qui semblaient auparavant inaccessibles aux mentalités modernes. Elle a nourri ces possibilités grâce à des décennies de travail inlassable. Elle les a protégées contre les attaques de forces déterminées à les détruire. Elle a formé des générations de chercheurs à les explorer par eux-mêmes. Elle les a préparés à s'épanouir bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait accomplir elle-même au cours d'une seule existence physique. Sa maternité continue de porter ses fruits dans chaque conscience qui s'éveille à des dimensions de réalité cachées à la perception ordinaire, chez chaque chercheur qui trouve dans les traditions ésotériques des réponses aux questions que les systèmes conventionnels ne parviennent pas à répondre, dans chaque âme qui reconnaît en elle des potentialités divines que le matérialisme nie et que la religion dogmatique attribue exclusivement à des figures exceptionnelles d'un passé lointain. Elle vit à travers ses enfants spirituels répartis sur tous les continents, dont beaucoup n'ont jamais entendu son nom, mais qui ont hérité des possibilités qu'elle a mises à disposition grâce à son sacrifice, son travail et sa vie extraordinaire consacrée au service de vérités plus grandes que tout individu en particulier, y compris elle-même.